Bonjour à tous, bonjour Benja, Bonjour, bonjour. bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, ici on est déjà à notre 11e rendez-vous. 11e rendez-vous avec la personne qui est juste ici en dessous de nous. Elle vient du Canada, vous allez l'entendre. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour messieurs. Premièrement, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous ce matin, pour moi ce matin, pour vous cet après-midi. Mon nom, c'est Dr. Charles Roux. Je suis chiropracteur au Québec, dans la région de Montréal. Et depuis tout près de 16 ans, en fait, que je suis chiropracteur, je suis propriétaire de mon propre cabinet, mon centre chiropratique. Et j'ai une orientation plutôt sur le wellness, donc sur le style de vie. On pourra se parler un peu de la chiro si vous voulez bien, mais mon vrai dada, au fait, c'est de pouvoir permettre aux gens de se responsabiliser eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir non seulement une santé à leur sens, une santé idéale, mais surtout pour se développer comme personne. Donc, de développer des bons rituels, les bonnes habitudes de vie. J'ai toujours été passionné par qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne réussissait à bien vivre, à être accomplie, à être épanouie. Donc, c'est un sujet pour moi qui est passionnant. D'abord, c'est une mission personnelle que je me suis donnée depuis des années et que j'essaie de transmettre aux gens qui me consultent. Oui, parce qu'il faut dire que moi, déjà, personnellement, je vous ai connu via votre chaîne de podcast parce que vous êtes très, très présent sur les podcasts et vous avez du contenu quasiment tous les jours, ou si pas tous les 2 jours. Enfin, c'est très récurrent. Et il y a une mine d'informations. De toute façon, ça, on en parlera de toute façon prochainement. Mais voilà. Ben, Déjà, allez, excuse-moi, j'allais dire merci d'en faire mention parce que tu vois à quel point je peux être humble et modeste, comme ma femme l'a dit. Mais c'est vrai que j'ai un podcast qui s'appelle Life Code qui est diffusé maintenant dans plus de 130 pays. Et pour reprendre ce que tu disais, Bastien, c'est un épisode tous les jours du lundi au jeudi. Donc, 4 épisodes par semaine et ça va faire bientôt 2 ans de ça. Donc, merci d'en faire mention. il n'y a pas de souci. Voilà, déjà au niveau de l'entrevue, j'avais en fait différentes questions d'ordre un peu général, mais déjà c'est de mettre un peu la définition de ce que c'est le développement personnel, parce que des gens peut-être en ont déjà entendu parler, mais en fait ne savent pas vraiment mettre des mots par rapport à ça. Est-ce que tu peux un peu nous aider? Bien sûr. Déjà, c'est une question très vaste, hein? Il peut y avoir autant de réponses qu'il va y avoir de personnes qui vont répondre à la question. Et puis, le développement personnel, pour plusieurs personnes, ça peut sembler un peu léger comme sujet, mais pour moi, c'est vraiment la base de la vie, en fait. C'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va se développer, d'où le nom développement personnel. Mais pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le développement personnel, c'est d'arriver à bien se connaître et à déterminer avec une clarté limpide nos valeurs, ce que l'on veut vraiment dans la vie et comment est-ce qu'on veut incarner la définition de cette personne-là dans la vie de tous les jours. Pour bien des gens également, le développement personnel, c'est d'aller lire des ouvrages d'inspiration, d'aller assister à des conférences ou de suivre des grandes personnalités inspirantes et très charismatiques. Mais en fait, ce n'est qu'une infime partie sur le développement personnel. Il y a plusieurs étapes au développement personnel. À mon sens, et puis là, je partage ça sous le coup de l'instinct carrément parce j'étais pas du tout préparé à l'entrevue que j'allais avoir avec vous et c'était correct comme ça C'est aussi. le Je voulais but, pas c'est le but, nécessairement voilà. oui, c'est ça. C'était pas mon intention non plus de me préparer, mais pour moi, la première étape dans le développement personnel, c'est l'éveil, c'est la découverte qui peut avoir un monde différent de celui qu'on nous avait enseigné. Parce que quand on vient au monde, on est complètement, on a une sagesse intérieure, là, mais aussi on est ignorant de comment le monde fonctionne. Donc, tout ce qu'on peut faire quand on est enfant, c'est d'absorber les enseignements et surtout les croyances des gens qui nous entourent, à commencer par nos parents, ensuite par nos frères et sœurs, et ensuite par nos enseignants, par nos camarades de classe, et ensuite par les médias, la société. Et au fur et à mesure qu'on chemine durant principalement les 15-20 premières années de notre vie, tout ce qu'on se fait enseigner, c'est quoi penser et quoi dire et quoi faire dans chacune de ces situations-là. Et le but des autorités, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'ils vont avouer, ce sont bien souvent des personnes qui sont très bien intentionnées, qui veulent nous inculquer leurs valeurs, leur fonctionnement, leur modus operandi, si on veut, et également comment bien s'en sortir. Et pour bien des gens, c'est d'aller à l'école, c'est de décrocher son diplôme, d'avoir un bon boulot
et de vivre sa vie finalement en essayant de survivre jusqu'aux vacances, jusqu'au week-end, tout ça pour arriver à la retraite et finalement pouvoir profiter de la vie. Ben, assez rapidement, je me suis dit que cette définition-là de la vie, c'était faux, en fait. C'était obsolète. C'était cadré sur un système, un modèle qui était basé sur des fausses prémices ou des mauvaises fondations. Donc, à partir du moment où on s'éveille à ce qu'il peut y avoir quelque chose de différent, bien ensuite, la deuxième étape, c'est de partir à la quête. Donc, à la quête de ce qui peut nous rendre heureux comme personne, de ce qui peut nous permettre de nous accomplir, d'avoir du plaisir dans la vie et pas seulement un plaisir superficiel, mais un réel bonheur intérieur, un sentiment de plénitude et d'épanouissement profond. Eh bien, pour ça, bien, la quête, on se rend compte en faisant plusieurs expériences à l'extérieur qu'on s'imagine que telle personne a la réponse ou que tel séminaire, tel cours en ligne va nous amener des réponses satisfaisantes. Alors qu'au bout de la ligne, on finit par revenir au point de départ et réaliser que la vraie quête, c'est une quête vers l'intérieur, à partir de soi. Et là, je fais le parallèle avec la chiropratique parce que la chiropratique a une philosophie qui, pour moi, a été mon éveil dans le développement personnel. C'est là que je me suis rendu compte que la santé, ça venait de l'intérieur, que c'était une philosophie où on devait d'abord et avant tout prendre la responsabilité d'appliquer des principes et de permettre à notre corps de pouvoir fonctionner naturellement à un haut niveau parce que naturellement, le corps est fait pour être en santé si on lui fournit les bons outils, les bonnes stratégies. Donc, si on applique ces principes-là à la vie, à une personne, peu importe laquelle, bien, c'est de découvrir quels sont ces principes-là qui, lorsqu'ils sont mis en application, bien, vont permettre à la personne de naturellement s'épanouir un peu comme une fleur qui a besoin d'avoir la bonne terre, qui a besoin d'avoir l'ensoleillement, qui a besoin d'avoir l'eau, les nutriments et un environnement sain, un environnement dépourvu de toxines, bien, naturellement, la fleur va s'épanouir. Bien, je suis convaincu, et ça, c'est ma croyance à moi, ça peut être la croyance des autres non plus, mais ma croyance à moi, c'est que chaque personne, elle est faite pour vivre en santé, heureuse et épanouie, tant et aussi longtemps qu'on lui a fourni le bon environnement et les bons outils pour que cette personne-là puisse se développer, s'épanouir et s'accomplir. Mais ça n'arrive pas en un séminaire ou un week-end ou une année. Ça prend une vie pour faire une vie. Et au fur et à mesure qu'on chemine à travers tout ça, qu'on fait cette quête intérieure-là, bien ensuite, l'étape suivante, c'est l'expérimentation. Donc, c'est de tester des choses par soi-même et d'oser prendre des risques et d'aller au-delà de ses peurs parce que c'est de déconstruire des croyances qui ont été inculquées de l'extérieur pour arriver ensuite à déterminer par soi-même et pour soi-même d'abord et avant tout, parce que le développement personnel, ça peut avoir une connotation un peu égoïste, mais en fait, ça part de soi. C'est de déterminer par soi-même et pour soi-même quelles sont à partir d'aujourd'hui pour le reste de ma vie ou pour le prochain chapitre de ma vie, les nouvelles prémices sur lesquelles je vais baser ma vie. Ce que je crois ce que je crois sur moi-même et ce que je crois sur les autres, ce que je crois sur le monde et ce que je crois sur la vie. Et ensuite de ça, ben, c'est comme je disais tout à l'heure, de faire des expérimentations, de faire les rétroactions pour faire les changements nécessaires pour arriver à toujours s'améliorer et à définir une version qui est de plus en plus authentique par rapport à la version précédente et d'incarner la personne que l'on veut incarner dans la vie de tous les jours et se diriger à la fois vers une vision qui nous inspire pour finalement continuer à s'accomplir comme personne. Donc, c'est plusieurs étapes, tout ça, c'est un peu mélangé, mais si je le résume, ben, c'est l'éveil, et ensuite, c'est la découverte, et ensuite, c'est la quête, et ensuite, c'est l'expérimentation, et ensuite, ben, c'est la mise en action finalement. Et tout ça peut être interchangé, mais c'est un cycle qui fait en sorte qu'on ne tourne pas en rond, mais on finit par avoir plusieurs spirales, et au bout de la ligne, la tangente, c'est qu'on s'en va vers le haut, vers toujours une définition, une version de nous-mêmes qui est de plus en plus authentique, qui est de plus en plus intègre, et qui est de plus en plus vibrante à une fréquence d'énergie finalement élevée qui fait en sorte qu'on va créer un momentum positif pour notre propre vie. Et à la fois, tout en étant reconnaissant pour tout ce qui se passe là, parce que souvent, on mélange le développement personnel avec la performance, puis de devoir faire des choses, puis de devoir accomplir les choses. Ouais, ouais. Puis on vit dans un monde de comparaison, on vit dans un monde de résultats où on a tendance à se comparer à des gens qui peuvent être mieux que nous ou en fait nous donnent l'impression qu'ils sont mieux que nous. Et ça aussi, c'est un piège. Donc, une autre partie qui est super importante parallèlement à ça, qui fait partie du développement personnel, c'est
c'est de s'accepter à 100% comme personne et d'être 100% en reconnaissance et en gratitude pour tout ce qui est arrivé dans notre passé pour arriver à créer justement une base solide. Parce que sinon, le développement personnel, notre orientation va être basée sur un sentiment de manque qui va nous pousser à vouloir faire des choses, à accomplir des choses, alors qu'à l'intérieur de nous, on est déjà complet comme personne. Et on a déjà tous les outils en nous, la sagesse intérieure dans notre corps, notre intelligence innée. Tout ça, c'est complet et c'est entier. Donc, il y a une phrase en anglais que j'ai souvent retenue, c'est que life is not to add something, it's to remove something. C'est pas d'ajouter des choses dans la vie, c'est souvent bien d'enlever des choses qui va nous permettre d'arriver à, encore, comme je le disais tout à l'heure, à une version qui est de plus en plus intègre, de plus en plus authentique et naturelle. Et c'est, je crois, ce que la vie nous demande de nous-mêmes, d'expérimenter et de vivre 100% la personne que l'on est. Et pour ça, pour moi, c'est ça le développement personnel. Je pense que notre ami Jean-Philippe Carrère serait d'accord, hein, Bastien, je t'ai vu sourire. Oui, avec justement enlever des informations, on a tendance à vouloir en rajouter, alors que le but, en fait, c'est de revenir à la source. Alors, moi, il faut savoir, quand tu parles de tout ça, moi, ça me parle énormément parce que c'est justement ce que je fais non-stop avec les gens, etc. aussi, cette recherche, justement. Et j'ai envie d'utiliser un mot, l'identité. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens confondent leur identité, voire ne l'ont même pas en vue. C'est-à-dire que tu prends une identité qui fonctionne avec la société et par rapport à cette identité-là, que tu construis sans être en accord avec tes principes, avec ce que tu es foncièrement, tu construis. Et en fait, ça me parle énormément tout ce que tu dis parce que justement, si tu construis ton identité, donc vraiment la personne que tu es, que tu penses être encore plus, hein, plus penser être qu'être vraiment, en fait, tu vas dans une mauvaise direction. Et souvent, c'est comme ça qu'on a des crises de la quarantaine, ce genre de choses, où les gens se rendent compte en fait qu'ils ont construit sur une base qui est fausse en fait. Et pareil, tu parles de croyances limitantes et des choses comme ça, et c'est aussi des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, parce que il faut savoir qu'on a vraiment des croyances, on est construit dans les premières années de notre vie, et que tout ça va faire aussi qu'on va peut-être partir dans une mauvaise direction. Et il faut savoir s'accepter dans son entièreté, comme tu dis aussi, vraiment super Charles, dans sa positivité et ses mauvais moments en fait. Il y a beaucoup trop de gens qui croient que le développement personnel, ce n'est qu'être sagesse et paix, alors que j'ai envie de dire, moi je l'ai vécu comme accepter qu'une guerre se passait en moi et que tu ne pouvais pas gagner toutes les batailles. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà, j'ai vraiment envie de synthétiser un peu tout ce qui vient de se dire en disant, les gars, pensez à l'identité. Si vous décidez d'être quelqu'un, faites en sorte d'être en accord avec cette personne et surtout à l'écoute, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, tu sais, la petite voix, le nombre de personnes qui sont, alors je ne vais pas dire en désaccord, mais qui carrément ont muté cette petite voix. Tu vois, parce que je pense que quand on se pose les questions à nous-mêmes et qu'on est capable d'être à l'écoute de cette petite voix, je pense qu'en fait, on a toujours la bonne direction. Mais on a appris à taire cette petite voix parce qu'elle est souvent en désaccord avec la direction que cette fausse identité qu'on a construite pour la société a prise, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de mentionner parce que, encore une fois, je fais le parallèle avec la chiropratique parce que pour moi, la chiropratique, ça a été ma porte d'entrée vers le développement personnel. Mais ce qu'on mentionne en chiropratique, c'est qu'on a deux types d'intelligence. On a une intelligence innée, qu'on pourrait remplacer ça par l'instinct, si on veut. Okay. Et on a l'intelligence éduquée, qui serait notre mental, notre éducation mentale. On a une éducation qui a été reçue et tant aussi longtemps qu'on ne remet pas ça en question, parfois, on va opérer à partir d'un mode qui est basé plus sur l'intelligence éduquée que sur l'intelligence innée. Donc, bien entendu, l'intelligence innée, c'est elle qui fait fonctionner notre corps, toutes les fonctions biochimiques, les 5 trillions de réactions à la seconde qui se passent à chaque minute, à chaque seconde de notre vie à l'intérieur de notre corps. On n'a pas à penser à tout ça, et heureusement. Mais notre instinct, il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est un de mes mentors qui s'appelle Robin Sharma qui disait « Ton instinct est plus puissant que ton intellect ». Et Robin Sharma, ça a été une personne qui a aussi amené un éveil encore plus grand. Et depuis les 10 dernières années, c'est un de mes mentors préférés. J'en ai plusieurs et on pourra parler de l'importance d'avoir des mentors aussi parce que notre identité également va se former consciemment et inconsciemment à partir des choix, mais surtout à partir de nos expositions, de quel genre d'environnement de comment est-ce qu'on veut s'entourer. Oui, c'est ça, avec les personnes
Et autant avec les choses matérielles aussi, les environnements physiques qui vont créer un peu les émotions, qui vont nous faire en sorte qu'on va générer certaines pensées, qui va faire en sorte que notre corps va se positionner dans une certaine posture, qui va faire en sorte qu'on va créer aussi une réalité. Euh, donc, il y a plusieurs fréquences d'énergie, il y a plusieurs fréquences de réalité aussi. C'est aussi une de mes croyances, mais c'est de pouvoir aligner mon corps et mon corps émotionnel et mon corps mental et mon corps spirituel, mon corps énergétique avec la fréquence d'énergie, des choses qui m'inspirent et vers lesquelles je suis attiré. Donc, c'est à moi de prendre la responsabilité de créer tout ça. Puis, je veux remettre un point sur ce que tu disais, c'est que parfois, on a des petites voix et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne va réellement changer plutôt, c'est quand il va prendre 100% de la responsabilité pour qu'est-ce qu'elle doit créer pour sa propre vie. Peu importe les circonstances de base, peu importe le passé. Le passé, c'est le passé. On peut y rester accroché et on peut le maudire, on peut le blâmer, critiquer, qui que ce soit. Mais il n'en reste pas moins que c'est notre responsabilité, un peu comme avoir des cartes dans notre main et même si ce ne sont pas les cartes les plus idéales qu'on a, ben, on doit faire avec et on doit faire en sorte qu'on puisse jouer de la façon la plus intelligente possible. Et donc, c'est ça pour moi, prendre la responsabilité. C'est de ne pas chercher une vie parfaite parce que souvent, on va la comparer avec d'autres personnes et on ne connaît que la vie sociale des autres et ce que les autres veulent bien mettre sur les médias Les sociaux ou réseaux, exactement. en scène. Mais avoir une vie, pour moi, épanouissante et une vie où je m'accomplis, c'est pas une vie facile. Non. Et il ne faut pas rechercher la facilité parce que de rechercher la facilité, c'est de contourner un peu le chemin idéal qui est d'aller vers le chemin le moins fréquenté, c'est-à-dire confronter ses peurs, se remettre en question. Donc, c'est là aussi un des problèmes avec l'éducation traditionnelle, c'est qu'on n'apprend pas aux gens comment penser. On leur dit quoi penser. Mais on doit apprendre aux gens à comment réfléchir et comment se développer une pensée critique, une pensée indépendante je vais dire, de la société sans être péjoratif. Mais à partir du moment où une personne a la capacité de réfléchir par elle-même et pour elle-même, là, il y a un monde de possibilités qui va s'ouvrir. Et encore une fois, ce n'est pas le chemin le plus facile, mais ce sont des principes qui sont relativement simples. Le problème, c'est que ce qui est simple à faire est aussi très simple à ne pas faire parce qu'on est tenté d'aller vers toutes sortes de distractions et d'aller vers toutes sortes de fuites, d'évitement pour se sentir confortable, pour aller à l'encontre de notre cerveau primitif qui, lui, son but premier, c'est la survie. Donc, comment est-ce qu'on peut survivre? C'est de rester petit, rester confortable, de ne pas être exposé, de ne pas être mis en lumière parce que sinon, là, c'est menaçant. On se met à faire des choses différentes. On se met à se séparer un peu de notre groupe de pairs original, c'est-à-dire notre famille. Parfois, on va se mettre à faire des choses un peu différentes de ce qu'on a reçu comme éducation. Et là, on risque de faire réveiller toutes sortes de commentaires et de critiques. Et pour bien des gens, c'est beaucoup plus facile de rester sur le statu quo, de viser la zone de confort, de ne pas se sentir en danger finalement, neurologiquement parlant, plutôt que de changer. Ça me fait penser à un poème de tête, je crois que c'est Kipling, mais je peux me tromper, où il demande en fait pour les fans de Coach Carter, film sportif, voilà, c'est quelle est notre peur la plus profonde. Et en fait, pendant le poème, il explique que notre peur la plus profonde, ce n'est pas de ne pas être ou d'être petit, c'est justement de briller, comme tu viens de le dire. Parce qu'en fait, en brillant, on aide les autres à briller à leur tour, mais surtout en brillant, on devient la cible des personnes qui n'ont pas envie d'être. En fait. Et du coup, ça fait de nous quelqu'un qui doit justement un peu porter porter le monde sur ses épaules. Et je pense aussi que de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, c'est ne pas être ce qu'on est vraiment. Et pareil, quand tu parles de sentiers battus, etc., on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui résonnent avec ce qu'on a fait justement déjà dans NBNG. Et ça, c'est dingue parce qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, c'est des visions de personnes qui ne se connaissent pas, etc. Et au final, tout se rejoint dans justement cette recherche de qui sommes-nous vraiment, mais en tant que personne, en tant qu'entité propre, et pas en tant que ce qu'on voudrait être ou ce qu'on essaye de nous faire croire, quoi. Parce qu'il y a aussi cette identité dont on parlait tout à l'heure, ou en tant que personne, et il y a aussi cette identité apprise, et ce qu'on est vraiment. Ça, c'est super dur. Moi, j'ai passé ma vie justement à me mettre là où on voulait me mettre, et puis au final, quand j'ai commencé vraiment à me dire, OK,
j'ai toujours fait mes trucs de mon côté, mais là, on va accepter ce qu'on est vraiment et écouter cette petite voix. Là, on part vraiment dans des choses super intéressantes. Et je reviens sur le poème. Osez briller, les gars, parce que c'est à ce moment-là que vous, au niveau de votre plénitude, vous serez entier et vous allez faire des choses que je pense que vous ne pensiez pas capable de faire vous-même. Ça, c'est vraiment. La plus belle des surprises, c'est de se surprendre soi-même, en fait. Je crois que Mm. Puis c'est une raison pour laquelle, pour moi, le développement personnel, c'est hyper important parce que non seulement c'est ce qui, pour moi, c'est une voie vers une vie qui est encore plus authentique et plus intègre et plus épanouie. Ou, pas que ma vie n'est pas intéressante. En ce moment, ma vie, elle est hyper intéressante et je l'apprécie à 100%. Mais j'ai aussi cette vision-là de me dire, ah, qu'est-ce qui arrivait si qu'est-ce qui pourrait arriver si je tentais le coup? De faire des expériences comme ça, en fait, vers où je peux aller, vers quoi est-ce que je pourrais me diriger et qu'est-ce que je pourrais vraiment accomplir. Et en faisant ça, non seulement c'est énergisant, c'est inspirant pour soi parce que on a l'impression qu'on peut créer, mais aussi, ce que ça fait, c'est que c'est très inspirant pour les autres et ça leur donne la permission de faire la même chose pour eux-mêmes. Et collectivement, si tout le monde faisait ça à sa version, à lui ou à elle, ne serait-ce que de 1%, ben, on pourrait élever l'humanité, élever la conscience, élever l'énergie. Et pour moi, c'est une voie vers notre salut collectif, finalement. On aurait peut-être dû dire au début de la conversation de prendre un bic et un carnet aux gens qui vont nous regarder pour prendre des notes. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis maintenant, vous pouvez prendre des notes. Hein. c'est une vidéo, vous pouvez revenir au début. Ben, ce qui me rassure, c'est que je vois le bouton rouge record, donc la conversation est enregistrée, les gens vont pouvoir la réécouter. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec tout ça, en fait, voilà, on a un peu défini ce que c'était le développement personnel. C'est quand même assez vaste et on a dit beaucoup de choses là-dessus. Mais voilà, c'est surtout la question qu'on se dit que bon, il y a ces démos. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider les gens à être capables d'utiliser ces outils de manière concrète? Ça aussi, c'est une grande question et c'est souvent une question qui revient, que ce soit avec mes clients dans mon cabinet chiropratique ou en coaching aussi avec les gens qui ont suivi nos formations en ligne ou nos coachings one-on-one. C'est oui, les outils, tout le monde les connaît. Et tout le monde sait que c'est important et que ça peut être bénéfique de lire un livre ou d'apprendre sur soi, de prendre soin de sa santé, de faire toutes sortes d'exercices. Mais qu'est-ce qui va faire vraiment en sorte qu'une personne va passer à l'action? C'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce n'est pas une question de motivation. Parce que tout le monde a le désir, tout le monde peut être motivé. Et le problème avec la motivation, c'est que ça ne dure qu'un très court temps. Et ensuite de ça, ça s'efface. Hein? Tout le monde est motivé. Bastien, je crois que tu travailles dans le domaine de l'entraînement physique. Hein? Bon, ben, tu sais très bien, j'imagine, à partir du 1er janvier, la plupart des gens ont des très bonnes résolutions. Ils veulent se remettre en forme. Et là, oui, on est super motivés. Et là, ça va être mon année. Et qu'est-ce qui se passe là au moment où on enregistre cet épisode-là? On est au mois d'avril. Ben, il y a bien des gens qui ne sont plus là, et pas seulement à cause du contexte actuel, mais parce que la motivation n'y est tout simplement plus. On s'est fait rattraper par les responsabilités, par les choses de la vie. Donc, c'est pas la motivation le problème. Ce qu'il faut vraiment enseigner aux gens et ce que les gens doivent convenir d'eux-mêmes, parce que ça vient quand même d'eux, ça ne viendra pas d'une personne extérieure non plus, mais c'est d'apprendre à développer un sentiment de mission et à développer une vision très claire pour leur vie. Et de connecter avec cette vision-là et de vibrer à un niveau énergétique, un niveau émotionnel qui va être inspirant. Donc, la personne va être nourrie par un sentiment de vision, un sentiment de mission, un sentiment de raison d'être et une inspiration profonde qui va lui permettre d'aller dans la direction où elle va construire sa vie autour de certains rituels et d'accomplir ces rituels-là jour après jour. Et ça, c'est ça pour moi, de prendre la responsabilité. Ce n'est pas une question de le faire seulement quand on en a envie ou quand on a le goût de le faire. C'est de le faire à tous les jours. En anglais, on dit « no matter what ». Peu importe. No excuse. Pas d'excuse. Et c'est ça qui fait en sorte que la plupart des gens vont échouer à atteindre leurs objectifs parce qu'à partir du moment où ça devient inconfortable, on va laisser aller. Où notre cerveau primitif va se mettre à nous lancer toutes sortes de messages et de petites voix. Comme Benjamin, tu disais, ben ça, c'est pas nécessairement les petites voix positives, mais c'est les petites voix de survie qui vont nous dire « Ah, tu peux le faire demain » ou « Ah, c'est trop difficile » ou « Ah, tu es incapable de le faire. Pour qui est-ce que tu te prends de vouloir faire cette chose-là? » Et c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Donc, à partir du moment où on est observateur de nos réactions, de nos sensations, mais qu'on est aussi très connecté avec notre vision, notre mission, notre raison d'être et le why, le pourquoi est-ce qu'on veut accomplir ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on veut faire ces choses-là. C'est qu'à un niveau profond, ça surpasse l'inconfort temporaire, c'est d'aller chercher quelque chose qui va nous nourrir et qui nous inspire. Et pour ça, il faut passer par différentes étapes parce que la première étape vers la transformation, c'est la destruction. Donc, c'est la destruction un peu comme quand on va faire des travaux dans notre maison, on va détruire les anciennes structures et on doit tout abattre. Pas tout, en fait, je ne veux pas décourager les gens qui vont écouter le podcast, mais on doit abattre certaines structures anciennes dans le but de reconstruire quelque chose de nouveau. Et quand on fait des rénovations dans notre maison, est-ce que c'est toujours beau après une semaine? Après la première semaine de travaux? Non. Souvent, c'est pire. Donc, on s'attend à ce que ça soit inconfortable. Et c'est normal que ça soit difficile parce que notre système nerveux est construit selon les habitudes conscientes ou inconscientes qu'on a répétées depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on veut accomplir quelque chose de nouveau, on doit déconstruire un peu ces patrons neurologiques-là et avoir suffisamment de temps et de répétition pour que notre corps puisse reconstruire des nouvelles connexions neurologiques qui, avec le temps, vont être solides. Mais ça, c'est une question de temps, c'est une question de répétition. Et combien de temps est-ce que ça prend avant qu'une personne ait intégré les changements et que ça devienne pour elle une seconde nature? Bien, ça dépend. Il y a plusieurs études qui mentionnent 21 jours, 30 jours, 60 jours. Donc, ça varie selon les études entre 21 et 180 jours. Puis la moyenne, c'est 66 jours. Donc, il faut se dire que pendant un bon 2-3 mois, on va faire les choses qu'on s'était promis de faire et on va se donner une structure de vie où on va avoir un rythme qu'on va construire et c'est une question d'engagement. Je le dis souvent en tant que coach, c'est pas le coach qui va faire en sorte que l'étudiant va réussir, c'est l'étudiant qui va faire en sorte qu'il lui-même ou elle-même va réussir. Et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est d'être un guide pour aider les gens, encore une fois, à penser pour eux-mêmes et à penser par eux-mêmes, pour construire leur propre parcours et faire en sorte que nous, on est là seulement pour aider les gens à garder le chemin, à garder le cap au niveau de la responsabilisation. Et là, encore une fois, c'est une question de temps, c'est une question de répétition. Mais après qu'on ait surpassé la zone d'inconfort, un peu encore une fois comme l'exercice physique, parce que pour moi, ça, c'est un exemple parfait. Bien souvent, les gens n'ont pas nécessairement le goût de faire de l'entraînement au départ, mais après une séance de sport, on se sent toujours bien. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte qu'on a déclenché des systèmes biochimiques et hormonaux dans notre corps, que notre corps va sécréter la dopamine, la sérotonine. On va sentir un sentiment de mieux-être, un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement. Mais ce sentiment-là ne dure pas éternellement non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut le répéter, il faut le recommencer pour faire en sorte qu'avec le temps, la durée, l'effet va durer plus longtemps et ce qui va faire en sorte que neurologiquement, notre corps va former les connexions neurologiques qui, avec le temps, avec la répétition, vont s'endurcir, vont se solidifier, qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, ça va être plus facile de continuer à faire les choses positives qu'à ne pas les faire. C'est ça. Encore une fois, le grand problème, c'est qu'on est entouré, un des grands défis, je vais dire, pour ne pas dire problème, mais un des grands challenges que l'on retrouve, c'est qu'on a un paquet de distractions. On est entouré d'occasions de se divertir, de s'engourdir, de s'endormir, de dévier de notre propre route. Et si on n'est pas attentif face à ça, bien, parce que notre cerveau est conçu de cette façon-là, c'est qu'il va remarquer chaque occasion de fuir, chaque occasion d'avoir un plaisir instantané plutôt que d'aller vers un épanouissement à long terme. C'est comme au niveau de l'alimentation, c'est très facile d'aller chercher une source d'énergie en prenant une sucrerie plutôt qu'en se cuisinant une bonne salade de fruits ou un bon repas. Mais au bout de la ligne, à long terme, les effets ne sont pas les mêmes. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Si on ne construit notre vie qu'autour des choses qui sont plaisantes et des choses qui sont confortables, c'est qu'on fait un choix à court terme sur comment on veut se sentir dans l'immédiat, mais on fait aussi un choix sur le long terme et sur le moyen terme, à quel point on va se sentir épanoui et accompli dans notre propre vie. Donc, en fait, je n'ai pas de réponse à donner précise à savoir quels sont les meilleurs outils pour les gens parce que c'est à eux de découvrir par eux-mêmes. Mais c'est surtout une question de comment est-ce qu'on peut se garder non seulement motivé, mais comme je le disais, ce n'est pas la motivation, c'est comment se garder inspiré, comment se garder engagé. C'est de créer les structures de vie et de se créer une discipline, une routine, des rituels
Et pour bien des gens, ça a une connotation négative parce que c'est comme si la discipline, ça signifiait contrainte. Ça signifiait une structure rigide, un régime militaire où les gens qui ne sont pas du tout comme ça, ils vont utiliser l'excuse « Ah, toi, tu es dans la performance, tu es dans l'hyper-performance. » Non, pas du tout. Parce que quand on a pris le temps de se connaître, quand on a pris le temps de clarifier notre vision, de clarifier nos valeurs, de clarifier nos structures de vie, bien, nos structures de vie, c'est simplement un outil pour nous permettre d'aller plus naturellement vers des choses qui ne seraient pas une tendance naturelle sans ces structures-là. La discipline, c'est une question de se rappeler de ce que l'on veut. Ce n'est pas une question d'être contraint. Et le problème, un des problèmes, en fait, là, je vais dire le mot problème parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement positif, mais la mauvaise association qu'on fait entre la discipline et le développement personnel, c'est que dans bien des cas, la discipline, elle nous a été imposée par une figure d'autorité dans notre passé ou dans notre emploi, par notre patron, par exemple, ou dans notre famille. On se met en position de soumission par rapport à une autre personne et on suit ses directives à elle ou ses structures de vie à elle, ses procédures, ses protocoles. Et nous, on est soumis à ça. Et quand on ne se connaît pas soi-même ou quand inconsciemment, il y a un clash dans les valeurs, bien, c'est pour ça qu'il y a de la résistance. Mais quand les valeurs sont similaires et sont partagées par les deux côtés, bien, il y a un fit naturel, il y a une association naturelle et la personne va être portée à aller vers l'action. Donc, pour qu'une personne puisse mettre en application les bons outils de développement personnel, je l'ai répété, mais je vais le redire encore, c'est qu'elle puisse se connaître adéquatement au niveau de ses valeurs, de clarifier sa vision. Et naturellement, elle va être inspirée à aller dans une certaine direction. Et ensuite, c'est tout le long du parcours, c'est de faire plusieurs rétroactions aussi pour noter. Pour moi, écrire dans un journal, c'est une stratégie fantastique, entre autres, où je vais noter comment est-ce que je me sens, mais je vais en même temps réécrire ma vision, réécrire mon pourquoi, réécrire mes gratitudes et ça va me permettre de m'engager à tous les jours. C'est un engagement au quotidien. Il ne s'agit pas de faire un engagement, un commitment le jour 1, après de se dire « Parfait, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire les actions. » Non, il faut se rappeler souvent. C'est ça la question de temps et de répétition qui fait qu'au bout de la ligne, bien, on se développe un style de vie, on se développe notre identité, pour reprendre les mots de Benjamin, ça devient naturel pour toi de faire les choses. Donc, ce n'est pas du tout une question de talent, ce n'est pas du tout une question de génie, d'intelligence ou de circonstances extérieures, autant que c'est une question de choix intérieur et de temps et de répétition à faire les choses qui fonctionnent pour soi. C'est ce qui fait en sorte qu'une personne, après plusieurs années, va donner l'impression aux autres que c'est facile, c'est naturel, mais c'est cette personne-là derrière le rideau a mis des heures, des journées, des semaines, des mois, des années à faire les petites choses qui pouvaient sembler insignifiantes, que peu de gens veulent faire, mais qui font qu'au bout de la ligne, cette personne-là a le style de vie que tout le monde aimerait avoir et que tout le monde a envie, mais d'une certaine façon, c'est que tout le monde peut accéder à ça. C'est ça, clairement. C'est clair. Quand on parle ici de discipline, moi je parle souvent de volonté parce que justement, comme tu dis, la discipline a une connotation un peu péjorative chez beaucoup de monde, donc j'utilise plutôt le mot volonté pour avoir une ascendance positive, quoi. Et ce qui se passe, en fait, c'est ce que je dis toujours aux gens, et c'est exactement ce que tu dis. Je dis, en fait, il faut vraiment que ça parte de toi. Ça doit partir de vous. Si vous pouvez être le meilleur coach du monde, etc., je disais à Bastien, en fait, nous, en tant que aidant, on peut montrer le chemin, mais on ne peut pas obliger la personne à le prendre, en fait. Donc, c'est vraiment une question de volonté. Et quand on parle des habitudes, ça a une puissance énorme, les gars. Parce que, en fait, nos actions de tous les jours, ça crée des habitudes. Nos habitudes, ça crée un style de vie. Et un style de vie, ça crée un destin. Alors, c'est un peu fou qu'on dit comme ça, mais c'est encore une fois, c'est les bases de la pyramide. Quand on a, pareil pour rebondir un peu sur ce que tu disais, en fait, quand on a envie de faire les choses, c'est facile. Et quand on n'a pas envie qu'on doit le faire, on voit beaucoup ces phrases-là un peu en mode oui, c'est quand tu n'as pas envie d'aller t'entraîner qu'il faut t'entraîner, voyez, avec une photo d'un sportif connu. Et en fait, mentalement, c'est pareil. C'est quand on n'a pas envie de faire les choses, mais que ces choses qu'on n'a pas envie de faire nous mènent vers la voie où on veut aller, qu'il faut les faire, c'est à ce moment-là. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut aussi se donner un objectif. En tout cas, je pense que c'est vraiment important. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à avoir un objectif sur le long terme. Par contre, court et moyen, c'est très facile parce que j'ai vraiment cette facilité. En fait, j'estime que dans 5 ans, je ne serai pas la personne que je suis maintenant.
je ne serai plus. Donc, en fait, j'ai du mal à… Voilà, c'est une question intéressante. Je ne sais pas ce que tu penses, Charles, mais moi, j'ai vraiment du mal à voir sur trop long terme. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, cet objectif-là, par exemple, admettons, lire des livres. Il y a beaucoup de gens qui font, ouais, moi, je vais me mettre un objectif, lire un livre. Mais en fait, à ce moment-là, OK, lire des livres, ça devient lire un livre, ça devient lire X pages par jour peut-être. Et là, en fait, il faut vraiment mettre le doigt sur l'importance de quantifier un objectif. Alors, quantifier, c'est, voilà, ça peut être 10 pages, comme dire, OK, en une semaine, il faudrait que j'ai fini le bouquin. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de planning, de structure, de discipline, entre guillemets, dans tes objectifs, en fait, c'est difficile de quantifier ton avancement. Et quelqu'un qui ne quantifie pas d'une manière ou d'une autre ton avancement, il a l'impression de ne peut-être pas avancer. Donc, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important aussi à dire. Ben, en fait, c'est très bien ce que tu dis aussi. Puis ça m'amène sur un point où ce qui est important, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de savoir exactement ce qu'on veut. C'est impossible de savoir exactement ce qu'on veut parce que plus on chemine, mieux on se connaît, donc plus nos choix peuvent être différents. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est de se donner une ligne directrice. Et pour moi, avec ce que je fais avec Life Code, avec ma femme et avec nos programmes de formation ou avec le podcast ou avec les coachings, ben, c'est d'aider les gens à réfléchir sur une possibilité. Parce que les gens ont peur de se tromper parfois. Les gens ont peur de ne pas faire le bon choix ou de peut-être faire un plan qui ne serait pas, le bon. Mais en fait, le plan, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se donner une ligne directrice qui est inspirante. Et après, on part d'une grande vision et de ramener ça au plus petit, à la plus simple expression, c'est ta journée à toi. Comment est-ce que tu veux la structurer? D'avoir des objectifs, c'est super bien, mais encore une fois, il faut que ça soit inspirant, il faut que ça soit quantifiable, il faut que ça soit spécifique. Je veux lire des livres, parfait, mais je veux lire combien de pages par jour? Là, c'est plus précis. Et parfois, ne serait-ce que de lire un livre pour une personne, ça peut représenter une montagne, alors que de lire 2 pages par jour, ben, c'est très réaliste et tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde qui sait lire est capable de faire ça. Donc, de commencer par quelque chose qui est réaliste, mais qui est en même temps un challenge, parce qu'une personne qui n'a jamais lu de livre, de lire 2 pages, ben c'est un challenge. On pourrait dire ça, c'est un stretch, en fait, c'est quelque chose de différent. Et de lire 2 pages, c'est possible. Mais de lire 2 pages à chaque jour pendant 3 mois, bien, au bout de la ligne, la personne, elle a lu son livre de 200 pages. Donc, faut pas nécessairement voir ça comme une montagne, mais il faut voir quand même grand. Il faut apprendre aux gens à rêver et voir que c'est possible et de se donner une ligne directrice. C'est comme se donner avec une boussole, notre étoile du Nord, la direction dans laquelle on va marcher. Et plus on va avancer, plus on va voir peut-être d'autres possibilités ou un chemin qui va être différent et qui va mieux nous convenir. Et on peut modifier aussi. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Et on peut se tromper, on peut prendre des risques, on peut faire des erreurs. Mais c'est de cette façon-là qu'on va apprendre encore plus sur soi-même, sur la vie, en autant qu'on ait des pensées rationnelles et qui ne soient pas basées sur des jugements ou des émotions de manque aussi. Mais c'est tellement vaste, en fait, on pourrait en parler, je crois, pendant des mois. On n'aurait pas fait le tour de la question. Mais bref, peut-être une petite pièce que je me permettrais d'ajouter dans ta situation pour les gens qui ont de la difficulté à voir à long terme. Comme je le disais tout à l'heure, on peut se tromper, mais une question que je vais souvent poser aux gens pour aider à amorcer la réflexion, c'est imaginez-vous à la dernière journée, à la dernière heure de votre vie. Qu'est-ce qui doit être présent à ce moment-là ou qu'est-ce qui doit avoir été présent pour que vous puissiez vous dire que vous avez vécu pleinement? Vivre à votre plein potentiel à la dernière heure de la dernière journée de votre vie, ça ressemblerait à quoi? Et peut-être que pendant 30 secondes ou 1 minute ou 5 minutes, il va y avoir absolument rien parce qu'on n'est pas habitué à réfléchir de cette façon-là. Et c'est de ne pas s'arrêter à ce premier blocage-là et à rester en silence s'il le faut ou avec une musique inspirante ou dans un environnement calme aussi longtemps qu'on puisse le supporter pour être avec soi-même et se laisser la permission. C'est souvent ça le mot, se donner la permission de rêver, de visualiser et de créer. Et pour certaines personnes, ça pourrait être simplement de dessiner. Pour d'autres personnes, ça pourrait être d'écrire finalement sur cette feuille-là. Mais donnez-vous au moins un bon… Est-ce que tout le monde est capable de prendre 10 minutes pour rester assis devant une feuille avec des crayons de couleur ou avec un papier ou un crayon ou un journal?
et répondez à cette question-là. Et ensuite, on fait le chemin inverse. Une personne qui a ces qualités-là ou qui est entourée de telles personnes ou qui a accompli ce genre de choses-là, bien, quelles sont les qualités de cette personne-là? C'est une personne virtuelle, mais c'est vous, en fait, parce que vous utilisez votre pouvoir créatif, votre imagination pour faire ressortir quelque chose qui est déjà en vous. Et vous êtes ça. Parfois, c'est que simplement, il y a un paquet de croyances, il y a un paquet d'actions, de distractions, de notifications de téléphone cellulaire qui font en sorte qu'on est séparés. On est séparés de cette intelligence innée-là, mais elle est toujours là. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, parce qu'une possibilité, il y en a des millions, il y en a à l'infini. Mais si c'est une possibilité qui vous inspire, c'est qu'après avoir fait cet exercice-là, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que ça m'inspire? Ou à l'inverse, ça ne m'inspire pas du tout parce que j'ai réalisé que j'ai écrit ce que mon père aurait voulu que je sois comme personne ou ce que la société a dans de moi. Et là, on peut changer cet exercice-là. C'est ça qui est la beauté de la chose. Moi, c'est un exercice que j'ai fait il y a plusieurs années. Ça m'a ouvert des portes et ça l'a même fait en sorte que quand je regarde la feuille que j'avais dessinée ou que j'avais écrit certaines choses, je suis en train de réaliser tout ça en ce moment. C'est extraordinaire. Mais pour d'autres personnes, ils pourraient regarder la feuille dans 10 ans et puis se dire « Wow, c'est tellement pas ça que j'ai fait, mais peut-être est-ce que j'ai dévié de ma route ou peut-être est-ce que je suis en train d'accomplir quelque chose qui est mieux encore. » Ouais, c'est ça. Mais c'est de faire, premièrement, de faire cet exercice-là. Et ensuite, de ramener ça à plus petit, c'est qu'une personne qui va accomplir ça, quelle est sa routine quotidienne, quelle est sa routine matinale, comment est-ce que cette personne-là va vivre et de quel genre de personne elle va être entourée. Et c'est là où c'est important pour moi d'être accompagné quand on fait du développement personnel, comme autant c'est important de faire les choses par soi-même. Mais là où ça devient important d'être accompagné, c'est que si on est seul à vouloir marcher ce parcours-là, on peut avoir l'impression que c'est tellement de choses à faire et tellement de changements à faire parce qu'on réalise que nos relations sont peut-être pas adéquates, que notre environnement de vie est peut-être pas adéquat, que peut-être qu'on n'est pas dans un boulot qui nous convient. On a l'impression qu'il faudrait tout changer pour être aligné déjà avec la feuille de la dernière heure, de la dernière journée de notre vie. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de commencer par des micro-changements. Lire 2 pages par jour. Ça, c'est des petits changements, le 1% de différent à chaque jour qui fait qu'au bout de la ligne, on va se diriger dans une dimension qui peut être carrément dans une autre galaxie parce qu'on va avoir appliqué le principe du 1% à chaque jour. Ouais, c'est top. Je dis toujours aux gens, chaque petit pas est une victoire, en fait. Et c'est un peu le principe aussi, comme tu disais. Imagine qu'on s'améliore chaque jour de 1%. On est où, quoi? Forcément, dans une semaine, on sera toujours en travaux, mais dans 6 mois, la maison sera magnifique. Et ça, c'est fabuleux. J'ai toujours cette phrase dans ma tête qui me dit quand je fais quelque chose, c'est pour atteindre vers un objectif ou vers quelque chose. Mais je me dis que des fois, ah mince, aujourd'hui, j'ai pu que lire 3 pages alors que je voulais finir le livre, imaginons. Mais en fait, je me dis que je reviens peut-être des fois en arrière et je me dis, en fait, ce qui compte, c'est des petits pas pertinents. Petits pas pertinents, petits pas pertinents. Donc, tout ce que tu fais pour tendre vers ton objectif. Et après, moi, ce que je disais par rapport, est-ce que tu es en train de dire, Charles, par rapport à la mort, parce que c'est ça, c'est au dernier instant de ta vie, qu'est-ce que tu vas regretter en fait? Est-ce que tu vas être dans le regret ou est-ce que tu vas être dans l'accomplissement d'avoir été la personne que tu voulais être? Ou tu es passé complètement à côté de ta vie et qu'au final, tu es plein de regrets. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent à ce moment-là, on ne veut pas se poser cette question-là. On ne veut pas avoir des regrets. Parce que c'est la pire des choses. Ouais. C'est la pire des choses. On voit ça souvent passer sur les médias sociaux. C'est une histoire qu'on raconte souvent, c'est que les 5 plus grands regrets de vie, en fait, ce ne sont pas le manque d'argent ou j'aurais dû travailler plus ou j'aurais dû m'éloigner encore plus de ma famille. Hein. Souvent, c'est de se ramener à l'essentiel. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Souvent, j'aurais dû prendre plus soin de ma santé, j'aurais dû passer plus de temps à être avec mes enfants ou avec ma famille, ou j'aurais dû voyager plus. Mais en fait, je comprends qu'en ce moment, la vie nous demande des choses qui peuvent être carrément dans un autre univers. On a l'impression que c'est impossible d'accomplir ça tout en faisant nos responsabilités sociales. Mais c'est possible de faire de la place parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne va vivre d'une certaine façon et une autre avec les mêmes conditions, le même statut social, le même compte en banque? Il va avoir 2 vies complètement différentes.
bien, c'est qu'il y a une des deux personnes qui va avoir structuré sa vie d'une façon telle où je peux faire 30 minutes par jour de développement personnel et ça va me mener après 6 mois, 12 mois, 5 ans, 10 ans, 25 ans dans une direction qui est complètement différente qu'une personne qui n'aura jamais pris ce temps-là. Et ce qui est important à rappeler, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps, c'est ce que tu fais à tous les jours qui compte, consciemment ou inconsciemment. Donc, à partir du moment où on devient conscient que oui, c'est important et oui, si vos auditeurs en ce moment, il y en a certains d'entre eux qui se disent ah oui, ça fait du sens, bien, agissez à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour travailler sur moi? Si je n'aime pas le terme développement personnel, parce que pour moi, ça a une connotation de ce que je n'aime pas dans la vie ou dans les conférences ou dans la société ou peu importe, bien, utilisez le terme je vais travailler sur moi, pour moi. Ça, c'est important parce qu'on passe notre vie à travailler pour les autres ou à travailler pour une autre. Même même les entrepreneurs qui nous écoutent, on travaille principalement pour gagner de l'argent. Et avec cet argent-là, on va se payer des choses, on va se payer un style de vie qui, quand on n'en est pas conscient, va être basé sur la comparaison de ce qu'on pense qu'on devrait faire ou ce qui est acceptable de faire ou ce qui nous procure un plaisir temporaire ou, en fait, un plaisir qui va durer un certain nombre de temps, mais qui ne sera pas nécessairement un réel épanouissement. Versus faire fi de ce que tout le monde peut dire ou penser. Si je n'avais aucune crainte sur ce que les autres peuvent dire ou penser, comment est-ce que je mènerais ma vie? C'est autour de ça qu'il faut travailler. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou qu'est-ce que j'ai le goût d'apprendre? Une nouvelle habilité, une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance. Et qu'est-ce que je peux mettre maintenant en application? Quelle expérience que je peux faire? Comment est-ce que je peux utiliser un hobby, par exemple, où je peux continuer à m'accomplir et à me développer? Sur quoi est-ce que j'ai le goût de m'améliorer? Et quelles sont les personnes les plus importantes dans ma vie avec qui j'ai le goût de passer plus de temps? J'ai l'impression que je n'ai pas le temps parce que je suis pris dans mon boulot ou je suis pris dans mes responsabilités. Mais on peut prendre 15 minutes, 30 minutes par jour pour faire un appel connecté et planifier un rendez-vous. Je suis responsable de faire arriver les choses pour moi qui sont importantes dans ma vie. Pour moi, c'est ça le développement personnel. Des petites actions constantes, faites de façon répétitive, pertinentes, qui sont insignifiantes ou qui ont l'air insignifiantes à la base, mais qui, au bout de la ligne, créent des résultats absolument exceptionnels. Clairement. Et c'est pas de la magie, en fait. C'est le principe de l'effet cumulé, finalement. C'est ça, clairement. C'est vraiment ça. C'est top comme discussion. C'est sûr que ça donne, j'imagine, beaucoup de réflexions aux gens qui nous écoutent et c'est clairement ce qu'on veut. On espère, oui. Les gens ne se rendent peut-être pas compte avec le projet qu'on a initié avec Baja depuis quelques temps maintenant, mais ça fait, on va dire, à peu près plus de 2 semaines maintenant, un peu moins de 2 semaines que ça a commencé. Et je pense qu'en 2 semaines maintenant, là, j'ai jamais vécu autant d'échanges avec des gens si extraordinaires. Je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, c'est vraiment le message que je voudrais que les gens comprennent. Nous, notre but, c'est d'aider un maximum de gens, quoi. C'est notre but, voilà, c'est ça. Mais écoute, c'est une mission très noble. C'est une mission très noble. Puis je m'excuse de t'interrompre parce que il fallait absolument que je rajoute quelque chose là-dessus. C'est que c'est formidable le travail que vous faites. Parce que non seulement vous aidez, vous inspirez les autres, mais en même temps, vous indirectement, et certainement vous en êtes conscient, mais c'est pour vous également que vous le faites. Donc, en allant chercher l'information et en permettant de la rendre publique comme ça, vous aidez tellement de gens et c'est un accélérateur pour notre développement personnel, c'est de contribuer aux autres. Et ça, vous le faites de façon admirable et c'est fantastique le projet que vous avez et je veux vous féliciter surtout, mais je veux vous remercier au nom de l'humanité pour ce que vous faites parce que c'est essentiel et c'est super important. Super, je suis super content. Merci beaucoup. Je voulais un peu parler aussi de ce que tu disais au début de la conversation, l'importance d'avoir des mentors. Est-ce que tu sais un peu nous en parler? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des mentors? Oui, ben en fait, c'est que, comme j'ai déjà mentionné, c'est que souvent, on est le produit de notre environnement et donc les personnes qui nous entourent. Un exemple que j'utilise souvent dans mes conférences, c'est que imaginez que vous êtes au centre de la cible et qu'autour de la cible, il y a des rayons qui sont toujours de plus en plus grands. Bien, sur le rayon le plus près du centre de la cible, c'est là où il y a le moins de place, mais disons qu'il y a de la place pour 5 à 10 personnes.
Et ensuite, il y a de plus en plus de place pour d'autres personnes sur les rayons extérieurs. Bien, ces 5 à 10 personnes-là qui sont les plus près de vous, ce sont ces personnes-là qui vont avoir la plus grande influence sur toute votre vie, en fait, sur vos croyances, sur votre façon de penser, sur votre style de vie, sur même votre façon de vous alimenter, même sur votre niveau financier, vos choix de carrière, parce qu'en fait, on est le résultat de notre tribu. Et ça remonte à la nuit des temps, dans le temps des chasseurs-cueilleurs où on vivait en tribu, en fait. Et pour vivre en sécurité, on devait penser comme la tribu, faire comme la tribu. C'était une question de survie parce que sinon, on était soit rejeté de la tribu et on allait mourir mangé par un ours ou on allait mourir de faim. Et pour revenir à la tribu, bien, il fallait accepter socialement quelles étaient les croyances de groupe. Et là, on vit en société. On est affecté par nos parents, par nos enseignants, par notre culture, par notre nation, par nos associations, par les médias, par notre exposition. Donc, ce à quoi on porte notre attention, c'est ce qui forme consciemment, mais surtout inconsciemment, nos croyances et nos choix de vie. Donc, si on veut quelque chose de différent, bien, il faut faire des changements à notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de partenaire de vie à tout prix, mais peut-être que oui. Et peut-être que ça va demander de faire des choix qui sont difficiles. Des amis d'enfance que vous avez depuis plusieurs années, est-ce qu'ils vous amènent dans une direction vers le haut ou ils vous gardent sur le statu quo ou ils vous tirent vers le bas? Et on peut avoir des relations pour toutes sortes de raisons et je ne veux pas dire qu'il faut éliminer certaines personnes, mais il faut surtout ajouter des bonnes personnes dans notre cercle intérieur qui vont nous permettre à tout le moins d'être supportés, d'être inspirés à vouloir évoluer et à vouloir progresser aussi. Donc, pour moi, il y a 3 catégories de personnes qui sont hyper importantes avec lesquelles on doit s'entourer. La première catégorie, et on parlait de ça, ce sont justement des mentors, des gens qui nous inspirent par leur façon de vivre ou par leur parcours de vie, qui peuvent être un peu plus avancés sur un parcours de vie qui nous est similaire ou qui nous inspire à vouloir emprunter finalement et dont on peut apprendre de ces gens-là. On peut apprendre de leurs erreurs, on peut apprendre de leurs obstacles, comment est-ce qu'ils vont gérer les obstacles. Comment est-ce qu'ils structurent leur vie finalement? Quelles sont leurs aspirations pour justement profiter de leur momentum à eux? C'est un accélérateur pour notre progression, pour notre développement personnel. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Ce sont des mentors, des coachs, des gens avec qui on peut aller prendre un café ou on peut avoir une conversation téléphonique. Ou si vous n'en avez pas dans votre entourage, bien, c'est avec YouTube, Facebook, Google, bref, les mentors virtuels, ça peut être de lire des biographies, ça peut être de suivre une formation en ligne ou d'écouter des vidéos de cette personne-là pour voir comment cette personne-là réfléchit, comment est-ce qu'elle répond aux défis ou quels sont ses principes de vie finalement, qui peuvent nous inspirer à bâtir nos propres principes de vie. Donc, la première catégorie de personnes, des personnes qui nous inspirent à aller vers le haut. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, avec lesquels on peut se confier, on peut être supporté, on peut être écouté sans être jugé, on peut avoir la pleine confiance pour se confier également et en même temps d'être à l'écoute pour ces gens-là aussi parce qu'on doit créer notre tribu. On est des créatures sociales. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est, pour la plupart des gens sur la planète, en fait, la moitié de la planète, on est en isolation, on est en isolement et en confinement. Mais on doit quand même garder ces connexions sociales-là pour faire en sorte qu'on va être supporté. On a l'impression qu'on n'est pas seul et on n'est jamais seul, en fait. C'est que parfois, on est mal entouré ou on est mal accompagné. Mais d'avoir ce cercle d'amis-là ou de connaissances, de support pour nous permettre justement d'avancer, d'échanger et en même temps, un peu comme avec les mentors, ça peut être aussi un accélérateur parce qu'on permet avec l'expérience des autres justement de faire le parallèle avec notre propre expérience et d'arriver à ce qu'on puisse tous ensemble grandir et évoluer. Et la troisième catégorie de personnes qui est tout aussi importante pour moi, et c'est ce que vous faites aussi avec votre podcast, c'est que vous redonnez, donc pour des gens pour qui vous pouvez être une inspiration. Et on est tous l'exemple pour quelqu'un. On est tous une inspiration pour quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, si vous avez des enfants, moi j'ai 2 enfants avec ma femme, c'est clair qu'une des raisons profondes pourquoi je vais faire du développement personnel, c'est pour être le meilleur parent possible, pour leur donner le meilleur exemple de vie possible pour qu'eux puissent faire leur propre chemin. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est une question,
C'est même pas une question, en fait. Qu'est-ce qui va faire en sorte, est-ce que je suis confortable à faire telle ou telle chose? Est-ce que ça va aider ma vie? Est-ce que ça va aider celle de mes enfants? Et oui, et donc oui, je le fais. No excuse, no matter what. Mais il y a un paquet d'autres personnes dans l'inconscient, des gens qui sont dans votre environnement, mais qui ne parlent pas beaucoup, mais qui vous observent, ou simplement avec l'énergie que vous émanez en société, vous êtes un exemple sur comment se comporter en société ou comment ne pas se comporter en société. Donc ça, c'est hyper important d'être conscient de ça et qui je peux aider, à qui et à quoi est-ce que je peux contribuer. Et c'est d'être entouré de ces gens-là. Et tous ceux et celles qui ne correspondent pas à ces 3 définitions-là, bien, à quel endroit est-ce que je vais les placer sur ma cible? Il y a certaines personnes que je vais voir à tous les jours et c'est jamais assez, c'est nourrissant, c'est énergisant. Certaines personnes que je vais voir une fois par semaine ou une fois par mois et c'est suffisant et c'est parfait comme ça. Et d'autres personnes que je vais voir une fois par année et c'est trop. Il y a des choix à faire aussi. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas d'éliminer personne, mais c'est de déterminer à quelle fréquence est-ce que je peux voir ces gens-là ou que je peux être en leur présence parce que certaines personnes n'ont pas ce parcours-là. Il faut respecter ça aussi. C'est pas parce que nous, on est inspiré par le développement personnel que tout le monde doit en faire, même si c'est ma croyance que tout le monde peut en bénéficier, bien, je ne suis pas responsable de la vie des autres. Chaque personne est ici, ça aussi c'est une de mes croyances, mais chaque personne est ici sur Terre pour faire sa propre expérience, de faire son parcours, de faire son évolution. Et tant ou il sait longtemps que cette personne n'aurait pas eu son éveil ou son mur à taper, bien, ce n'est pas de ma responsabilité de vouloir changer quelqu'un, mais de l'accompagner, de l'inspirer par ma façon d'être, par ma façon de faire et d'agir. Je peux être une inspiration pour cette personne-là, mais si une personne, à chaque fois que je suis en sa présence, mon énergie diminue, qu'il y a des confrontations, que j'ai l'impression que je dois me justifier complètement ou je reçois des blâmes, des critiques plus qu'un support et que pour moi, ça ne me sert plus, bien, il y a une limite aussi à mettre, une frontière à mettre, c'est une question de respect de soi et de respect de l'autre aussi, où là, bien, si je suis en ta présence, par exemple, bien, ça va être selon mes conditions. Et si je reçois une invitation, je suis sollicité à peu importe une invitation quelconque, bien, je me laisse le choix de dire oui ou de dire non. Et si c'est oui, bien, je dois déjà calibrer mes attentes que la game, là, le jeu va se jouer à ce niveau-là. Et comme ça, bien, ça va être un choix conscient et je vais prendre mon pied, je vais avoir beaucoup de plaisir ou en fait, je vais tenter d'en avoir. Et puis, au bout de la ligne, je vais être satisfait de mon choix. Mais si mes attentes sont carrément démesurées en espérant que ça se passe bien, puis que finalement, ça ne se passe pas bien, là, je vais ressortir de cette rencontre-là frustré, découragé, puis abattu. Puis, bien, à ce moment-là, c'est à déterminer, justement. C'est là la ligne à déterminer. À qui ou à quoi je dis oui à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est très large là, comme mentor, mais il n'y a pas seulement les mentors à viser, mais c'est notre entourage complètement aussi. Hein. Et parfois, c'est des gens dans notre famille, parfois, ce sont des amis proches, c'est des collègues de travail. C'est pour ça on ne peut pas et on ne doit pas nécessairement éliminer tout le monde, mais c'est avant de penser à éliminer le négatif, c'est ajoutons du positif. Oui. C'est peu importe dans la vie, peu importe le domaine, mais particulièrement au niveau des relations, c'est qui je peux rapprocher à l'intérieur près de ma cible, du centre de ma cible, pour justement m'amener dans une énergie positive, inspirante et créative. Oui, c'est ça, c'est assez fou ce que tu viens de dire, parce que ça résume beaucoup, beaucoup de choses. Il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est les mentors. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé qu'aller voir quelqu'un qui savait mieux que toi ce que tu voulais faire, c'était un gain de temps monstrueux. Et là où je veux vraiment mettre le doigt, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre contact, les amis. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de gens qui n'osent pas. Moi-même, mon changement de vie part d'un mail que j'ai envoyé, quoi. Ça part de… Je me vois encore, je regarde, et on en a parlé avec Bastien aussi, parce qu'on a ce vécu-là, où je regarde ma compagne et je dis, je viens d'écrire une brique, qu'est-ce que je fais? Et là, ma compagne me regarde et me dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Et je dis, putain, mais rien en fait. Et j'appuie sur Enter. Et ce mouvement-là, je me vois encore le faire et je la regarde et j'appuie sur Enter. Et cette chose-là, comme ma mère disait, 5 secondes de courage. 90% des choses dans la vie, il vous faut 5 secondes de courage. Ça va de demander à une femme pour sortir avec à allez, je vais m'inscrire, quoi. Je vais signer. Ces 5 secondes de courage a changé ma vie. Donc, n'hésitez surtout pas à oser prendre contact.
La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est briller. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Quand tu parles de tes enfants, Bastien et moi, nous n'avons pas d'enfants. Nous avons des chats, c'est déjà très bien. Et je veux dire, ce côté oser briller, voilà, tu as vraiment placé tes enfants au-dessus. Et tellement que tu veux être inspirant pour eux. Ça, c'est tellement beau. Parce que en fait, tu enlèves des questions qui sont pour moi des parasites. Parce que pourquoi se poser des questions qui, au final, n'amèneront rien de positif? Alors que là, tu te dis, OK, les enfants, let's go. Moi, je veux être inspirant pour eux. Oser briller pour que justement tout ça, toute cette brillance aille sur les autres. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel je voulais remettre le doigt. Et la troisième chose, c'est le cercle proche. Ajouter effectivement des personnes et aussi le self-esteem, le self-care, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai eu énormément de mal avec ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est en tout cas de mon vécu personnel, en général, il y a des gens qui sont vraiment très, très proches, comme les parents, qui vont inculquer des croyances limitantes, mais encore une fois, avec amour, en fait. C'est ça qui est hyper paradoxal. C'est qu'il faut être capable de remettre en doute les croyances limitantes qu'on ne considère pas, et ça c'est ça qui est fou, comme des croyances limitantes, en doute, en comprenant, et ça c'est hyper important, que ce n'est pas parce que vous remettez des croyances en doute que vous remettez en doute, c'est un peu compliqué comme ça, vous remettez en doute l'amour de vos parents. Ça c'est hyper important. J'aime mon père, c'est mon père, voilà, par exemple, dans mon cas. Et il y a des choses qu'il croit qui ne sont pas du tout en accord avec mes croyances à moi. Et c'est du respect. On a du respect tous les deux parce qu'on a réussi à créer une relation, justement, il va m'écouter et où je l'écoute. Et ça, je pense, je ne sais pas ce que tu en parles, ce que tu en penses, Charles, et toi non plus, Bastien, mais je pense qu'il faut peut-être aussi éviter une hiérarchisation des relations sociales et justement se mettre sur un pied d'égalité au niveau parents ou amis. On a toujours un peu cet ami qui est là en mode, OK, qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir aussi mettre les gens sur un pied d'égalité et se dire, OK, ta croyance, mes croyances sont pas les mêmes, mais n'ont pas de valeur d'échelle. Exact. C'est super important ce que tu viens d'ajouter là parce qu'on a l'impression que parce que ce sont nos valeurs, qu'elles sont plus importantes que les valeurs des autres. On a tendance à se comparer. Encore une fois, on est dans un monde de comparaison où on se dit, ben, si moi, je me sens bien en pensant les choses de cette façon-là, que j'ai certaines croyances qui sont les miennes, alors tout ce qui est à l'inverse de moi, c'est faux ou c'est mauvais ou c'est moins valorisant ou ça a une moindre valeur et c'est totalement faux en fait. On est tous sur un parcours différent, mais on vit tous sur la même planète. Et à partir du moment où on se rend compte que chaque personne exerce son propre libre arbitre et son choix, bon, de façon consciente ou bien souvent inconsciente, mais bien souvent, une personne va agir en fonction d'elle. Elle ne va pas agir contre quelqu'un, mais elle va agir toujours à partir d'elle. Et c'est sûr que ça prend beaucoup de conscience, beaucoup de maturité pour pouvoir arriver à communiquer avec les autres. Et l'autre personne a besoin aussi de beaucoup de maturité pour savoir accueillir et respecter le point de vue de l'autre aussi. Si vous arrivez à vous connecter ensemble et que vous vous rendez compte que oui, c'est vrai, tu as certaines croyances, tu veux faire tes propres expériences, je te supporte là-dedans. En fait, je t'accepte tel que tu es parce que c'est ça, en fait. À partir du moment où il n'y a pas d'acceptation, il y a de la résistance. Et là, on essaie de convaincre l'autre personne qui, elle, en retour, tente de se justifier. Et ça mène à rien de positif, ça non plus, en fait. Chaque personne est dans sa vérité en fonction de son état de conscience, en fonction de ses connaissances et de les interprétations qu'elle fait avec ses propres expériences. Et c'est la même chose pour tout le monde, en fait. Le but du développement personnel, ce n'est pas d'imposer ni d'enseigner quoi que ce soit à personne. C'est pour soi et pour contribuer notre valeur unique. On a tous quelque chose d'extraordinaire à offrir aux gens. Bien, le développement personnel, ce n'est pas pour être supérieur à personne, finalement. C'est plutôt pour être au maximum de son potentiel et de son état de conscience, de ses capacités pour pouvoir redonner ensuite. Et je sais que parfois, ça peut développer plusieurs discussions houleuses parce que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas le choix d'autres personnes. Mais une personne qui se connaît elle-même, qui va faire des choix intentionnellement dans un but positif et constructif pour soi et pour les autres, cette personne-là n'a pas à justifier par rapport à quiconque. Donc, peu importe la critique, peu importe les commentaires qui vont arriver, que ce soit d'un membre de votre famille, d'un collègue de travail,
ou d'une personne sur les médias sociaux qui n'aime pas ce que vous avez écrit, qui va commenter sous votre publication, je me connais, mon intention était bonne, donc j'en ai rien à cirer, je vais le dire directement, mais j'en ai rien à foutre de ce que l'autre personne peut penser. Ouais, Mais c'est parfois aussi, c'est qu'il faut être aussi dans une position d'humilité et accepter, recevoir la critique, parce que la critique vient toujours en fonction d'une croyance de quelqu'un et d'une façon de voir le monde d'une autre personne. Donc, chaque personne est dans sa vérité. Donc, un commentaire ou une critique que je vais recevoir, bien, je dois prendre le temps de la recevoir, de l'analyser, de la passer à travers mon feed. Il se peut qu'à un certain degré, cette personne-là ait raison aussi et que j'ai été peut-être dans mon ego et que j'aurais tout intérêt à être plus conscient peut-être ou à changer certaines choses. Et en d'autres situations, non, carrément non, parce que je fais l'analyse et finalement, non, c'est une mauvaise interprétation de l'autre personne. Ou en fait, c'est son interprétation qui est différente de la mienne et moi, je me connais, j'étais bien intentionné, c'est pas une question d'ego et je continue. On vient d'ouvrir une porte sur comment réagir par rapport à la critique, mais parce que quand on se met en lumière, quand on brille, vous allez se mettre en lumière, ça veut dire qu'on s'expose. Et à partir du moment où on s'expose, alors que la majorité des gens tentent d'être comme tout le monde et de se fondre dans la masse et être dans le statu quo, pas nécessairement dans le statu quo, mais être accepté et être aimé pour bien des gens, ça signifie faire comme tout le monde. Mais à partir du moment où on a sa propre couleur, sa propre saveur, sa propre lumière, ça détonne avec ce qui est dans la population en général. Et là, on s'expose. Donc, on s'expose, oui, aux compliments, mais surtout au blâme, à la critique, parce que la lumière, bien souvent, ça met en lumière ce que les autres ne font pas pour eux-mêmes, qu'ils aimeraient peut-être faire, et ils sont jaloux, ils sont envieux. Donc, pour eux, pour se sentir en sécurité, ils préfèrent tirer l'autre personne vers le bas. Comme ça va valider leur propre croyance qu'eux, ils font bien d'être dans le statu quo. Et ils sont validés dans leur croyance. Mais pour ça, si vous acceptez de briller, acceptez que ça va. L'autre partie, c'est ce qui va venir avec. Il faut être prêt à faire face à ça. Ouais, d'où l'importance de continuer à travailler sur son intérieur, parce que quand on a un empire intérieur qui est fort, bien, on devient moins vulnérable face à la critique. On devient moins ébranlable. On devient plus inébranlable, en fait. Et on continue à avancer, à inspirer, à avancer avec courage, malgré les doutes, la peur, les critiques qui vont toujours être présents. C'est clair. C'est un peu le concept de l'antifragilité de Nicolas Taleb. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais en gros, le concept, c'est plus l'antifragilité, c'est être antifragile. Donc, quelque chose de fragile, c'est quelque chose de… Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est voilà, facilement qu'à ça, par exemple. L'antifragilité, c'est un concept de Nicolas Taleb qui explique qu'en fait, quelqu'un d'antifragile, c'est quelqu'un que plus il est dur, en fait. Et c'est ça l'idée, c'est de s'adapter, d'être vraiment, vraiment fort par rapport à tout ça. Et il y a aussi quelque chose qui résonne énormément en moi dans c'est qu'en fait, dans la société d'aujourd'hui, il est plus facile de rabaisser quelqu'un que de s'élever soi-même. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous demande d'entendre. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile, comme on le dit depuis tout à l'heure, de ne pas se remettre en question et de rabaisser les gens pour se dire, OK, moi, je suis au-dessus, parce qu'on est souvent dans un rapport de force. Mais je peux vous dire aussi que quand on arrête d'utiliser ce rapport de force qu'on essaye de faire avec justement du développement personnel, d'écouter l'autre, comme on vous dit, que les croyances ne sont pas supérieures l'une à l'autre, etc. En fait, on écoute vraiment. On n'est pas en train d'attendre. Ici, c'est un vrai échange humain. On n'est pas en train d'attendre de répondre quelque chose, etc. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on est en train juste de plussoyer et de creuser dans la même direction en se disant, OK, ça, c'est quelque chose qu'il faut donner aussi aux gens. C'est comme ça que je pense qu'on le vit tous les trois. Et ça, c'est assez dingue parce que voilà, moi, j'ai toujours dit, je veux être fort physiquement en faisant du sport, etc. Et surtout mentalement. Parce que le jour où les gens auront besoin de moi, je veux être là. Et il y a ce côté justement d'antifragilité, d'inébranlabilité qui revient. Où justement, il y a des gens qui disent, mais comment tu fais? Il s'est passé des choses dans ta vie, etc. Et je dis, c'est parce qu'en fait, moi, j'estime que, voilà, je reprends une phrase qui est très connue. On dit que c'est Nelson Mandela, on n'est pas sûr, mais on dit que c'est Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et ça aussi, c'est une phrase qui me guide. Parce que en fait, ta façon de voir les choses est ta propre réalité. À partir du moment où tu ne vis pas de défaite, mais tu es inébranlable en fait. Tu pars dans une direction qui est incroyable. Et je ne dis pas que c'est possible dans toutes les situations, mais en tout cas, je le pense, vraiment.
en ayant vécu des situations compliquées, je pense vraiment que ça, c'est faisable. Et si vous faites l'effort, les gars, par vos habitudes, par votre volonté, etc., de voir ce bon côté des choses, d'essayer d'être constructif, comme par exemple voilà, le Covid, etc., voilà. Je pense que si vous voyez le côté positif, il y a toujours moyen d'aller chercher ce petit pourcent d'amélioration dont on parle depuis tout à l'heure. Ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que c'est comme avoir un jeu de cartes, avoir les cartes dans sa main, qui ne sont pas nécessairement les cartes que l'on aimerait avoir, mais on doit faire de notre mieux pour les jouer de la façon la plus intelligente possible, la plus sensée possible. Et dans tout processus de développement, d'apprentissage, que ce soit, si on se compare, si on veut se comparer, comparons une vie entière avec une autre vie entière. Si on veut se comparer avec des top entrepreneurs, avec les top sportifs, les athlètes, les superstars de ce monde, des gens qui sont hyper connus, qui ont vraiment des taux de succès énormes et qui ont des relations épanouissantes ou peu importe ce qu'on peut juger, entrevoir de ces gens-là, chacune de ces gens-là ont eu des défaites énormes aussi dans leur vie. Donc, le but du développement personnel, ce n'est pas de gagner à tout coup et d'être inébranlable, c'est de se développer, encore une fois, de se développer les outils, les structures de vie pour passer à travers ces moments-là et continuer, ne pas abandonner sur l'espoir de vouloir continuer à s'améliorer et d'accomplir des choses, expérimenter. Les grands scientifiques, les découvertes que l'on connaît aujourd'hui, les inventeurs se sont trompés des centaines, des milliers, des millions de fois avant de réussir à créer la pièce maîtresse de leur vie qui fait en sorte qu'on les reconnaît pour le restant de notre vie. Dans toute l'histoire de l'humanité, on reconnaît ces gens-là pour leurs découvertes phares et non pas pour leurs centaines et les milliers d'échecs qu'ils ont eu dans leur vie. C'est clair. Donc, le but, c'est pas de devenir nécessairement inébranlable, mais c'est de composer avec cette fragilité-là. Parce que la vie, c'est fragile et on a tous des doutes. On a tous, moi le premier en fait, je me remets souvent en question. Parfois, j'ai des doutes. Je vis des émotions. J'ai l'impression parfois que la vie est injuste. Moi aussi, parfois, je tombe dans mon ego. J'ai le goût de faire la victime. Et parfois, je vais passer plusieurs moments, plusieurs heures à être dans cet état-là, peut-être plusieurs jours parfois. Et à un moment donné, justement, de se développer les bons rituels pour moi, écrire dans un journal, de me reposer les bonnes questions, de me rappeler l'essentiel, de me rappeler les priorités de la vie, malgré tout ce que je veux accomplir dans ma vie, malgré ce que j'ai fait comme exercice de créativité, que je suis intéressé à accomplir tout ça dans ma vie pour m'en aller dans une direction qui est plus authentique, donc plus épanouie. Je dois quand même me rappeler quelle est la priorité aussi en ce moment et ce que la vie me demande aussi de faire en ce moment et de concentrer ma vie, ma journée autour de 3 ou 4 priorités, pas 25, pour être plus focus et à travailler. Et probablement que c'est sur cette priorité-là ou ces 2-3 priorités-là en travaillant là-dessus, que ça va me permettre de construire une fondation encore plus solide qui va me permettre de me propulser. Parce que c'est de l'inconnu aussi. Là. Le futur, on est en train de créer à partir de rien. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc, il n'y a pas de certitude, sauf une seule, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans la vie. Il n'y a rien qui est acquis. Et à partir du moment où on ne peut pas se tromper, on peut seulement faire des expériences. Et certaines expériences vont nous mener à avoir, oui, parfois des conséquences qui peuvent être plus graves que d'autres, mais ce n'est pas ce qui doit nous arrêter. C'est qu'est-ce qui t'inspire et dans quelle direction tu veux avancer. Et qu'est-ce que tu as besoin comme environnement, comme structure de vie? Exactement. On va essayer de mettre en place les bons principes pour que naturellement, on puisse s'en aller dans une direction qui va nous permettre de nous accomplir. Mais qu'est-ce qui dit qu'un échec d'aujourd'hui ne serait pas une victoire dans le futur quand on regarderait ça en arrière? Donc, il ne faut pas juger de la situation au moment où ça arrive. C'est de faire de notre mieux à chaque instant, au moment présent, sans juger ni sa vie, ni celle des autres, puis continuer à se rappeler notre pourquoi, notre vision, notre why qui va nous permettre de continuer à avancer finalement. Yes, merci. On va réécouter ça ensemble. Hein? Oui, on va réécouter ça. Et comme je dis, j'espère que les gens ont pris des notes. Moi, j'avais pris un carnet. Hein. Prenez un carnet, prenez bien assez de pages. Revenons un peu à toi, Charles, si tu veux bien. Ici, avec Life Code, tu as lancé un challenge, c'est ça? Enfin, tu t'es donné une vidéo, un podcast à faire, c'est ça, pendant 30 jours, c'est ça? Oui, en fait, je fais déjà 4 podcasts par semaine, 4 épisodes, et ça continue évidemment. Au moment où on enregistre cette interview-là, il va y avoir à la fin de la semaine 388 épisodes. Donc, depuis les 2 dernières années, 4 par semaine, ça fait 2 ans sans un engagement complet.
Et même s'il y avait des épisodes qui ont été enregistrés quelques heures avant la date limite, à chaque fois, il y a eu un épisode. Et ça va continuer. C'est mon engagement aussi. Mais ce que je me suis donné comme défi, c'est d'être un peu plus présent par vidéo. Donc, sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, les gens peuvent me rejoindre à Dr Charles Leroux. Ou ma page Facebook, c'est Dr Charles Leroux, chiropraticien. Mais bref, tapez Dr Charles Leroux, vous allez me retrouver. Donc, une vidéo par jour pendant 30 jours pour rappeler certains principes comme ce qu'on vient de discuter dans la dernière heure, mais surtout donner des trucs sur comment avoir un mindset qui est plus clair, avoir plus d'énergie, élever son niveau de fréquence, prendre des meilleures décisions, avoir un meilleur écosystème de vie finalement pour se développer comme personne et mieux s'accomplir, mieux se connaître. Donc, partager des principes de life code aussi en fait. Et en même temps, pour moi, c'est aussi une façon de repousser mes limites. J'étais un peu moins présent en vidéo, je vais l'être un peu plus et ça va être une belle façon pour moi de commencer. Il y a plusieurs façon que les gens peuvent me suivre aussi, mais comme je le disais, par vidéo ou par le podcast, si vous êtes plus du type visuel ou audio, il va y avoir différentes plateformes pour me suivre aussi. C'est nickel. Et j'ai vu aussi que tu faisais des formations et tu as fait une ou deux formations à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est le pouvoir, en fait, sans visualiser, mais le pouvoir d'être en action. À quoi ça peut vous mener? Benjamin, tu parlais que ta vie a changé quand tu as appuyé sur send, là, sur un mail que tu as envoyé à quelqu'un. Mais pour moi, d'avoir fait le podcast sans aucune arrière-pensée que de partager des principes comme ça m'a amené à… Le podcast s'est mis à être partagé dans… Ça a été vraiment plus que ce que j'aurais pu imaginer, puis je suis extrêmement reconnaissant de ça. Et maintenant diffusé dans 130 pays, qui a mené à un auditeur de mon podcast avait suivi une première formation en ligne que j'avais fait l'an dernier et qui m'a invité en fait, qui m'a proposé de faire un événement live en France, sur Paris. Et moi, je suis de Montréal, donc je n'ai même pas imaginé faire une formation en France avant même d'en avoir fait une au Québec. Et c'est ce qui est arrivé, en fait. Donc, on a eu une première expérience live l'an dernier. Ça a été fantastique et en fait, ça continue à ouvrir des portes. Quand on est en action, quand on est aligné, quand on est bien intentionné, c'est incroyable les portes qui s'ouvrent avec ça et c'est de continuer dans cette direction-là. Donc, j'avais prévu y aller au mois de mai. Malheureusement, avec la situation actuelle, ça va être reporté, mais ce n'est que partie remise et pour moi, je vois ça de façon très positive. Je continue à travailler sur des formations en ligne qui vont être offertes très bientôt. Okay. Puis il y a d'autres challenges aussi que les gens peuvent me suivre. Je continue les coachings. Je continue à avoir des gens un peu dans des situations d'urgence dans mon cabinet, même si c'est très, très, très restreint. Mais sinon, sur les médias sociaux, c'est comme ça que les gens peuvent être connectés avec moi. Mais oui, il va y avoir des formations live. Il va en avoir encore. C'est dans ma vision et c'est pour moi aussi de créer ce sentiment de communauté-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, c'était dans ma vision de vouloir être en lumière, mais pas seulement pour être en lumière, pour être en lumière par moi-même. C'était le but de rassembler et d'attirer des gens qui pensent de cette façon-là aussi, qui veulent s'élever ensemble, de créer une nouvelle famille, une famille qui n'est pas reliée par le sang, mais qui est reliée par les valeurs. Pour moi, c'est la définition par excellence d'une famille et de créer différentes communautés comme ça, autant en Amérique qu'en Europe. C'est fantastique, relier autour de ça, puis avoir des gens qui sont tous investis par une mission de refuser le statu quo pour leur propre vie et de s'élever davantage pour leur propre mieux-être, mais pour le bien-être de leur entourage, de l'humanité, en fait. Ça n'a pas de prix. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ça, puis ça va continuer. Et moi, j'ai envie de te dire que peut-être que tu viendras en Belgique. Qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis bien ouvert à ça. Super, merci en tout cas pour cet échange. C'était vraiment gratifiant. C'est bourré d'informations, c'est plein de petites perles, on va dire. Voilà, c'est extraordinaire. Je voulais te remercier en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que Benjamin, tu as peut-être certainement un dernier mot? Je te connais. Un dernier mot, oui. Merci, parce qu'avoir ce genre d'échange, moi je suis dans l'émotion complètement parce que voilà, quand tu parles de ça, de créer la famille par rapport aux valeurs, etc. C'est exactement ce qu'on essaie de faire en fait avec NTNG et sans avoir peut-être mis les mots là-dessus en fait. Mais plus on échange et plus on est en train de se rendre compte que on crée ça.
On crée ça sans le vouloir et c'est ça qui est beau parce qu'au final, c'est naturel. Et quand tu crées des relations comme ça naturelles en partage de valeurs, parce qu'il y a aussi une notion, on n'a pas du tout parlé, mais que tu as utilisé un mot que j'utilise beaucoup aussi, c'est être aligné. Et alors pour moi, être aligné, c'est quoi? C'est quand tes pensées, tes mots et tes actions sont en accord avec ce que tu penses. Parce que réfléchissez bien, action, mots, pensée. Si en fait ce que vous pensez, vous le dites et vous agissez en tant que tel, vous êtes vrai, en fait, simplement. Et quand tu es vrai, quand tu es aligné, tu crées ça, en fait. Tu crées cette symbiose, vraiment, j'insiste sur ce mot symbiose, où tu échanges, tu crées des choses que tu ne pensais pas possible. Et je pense que Charles, quand on est aussi vrai que tu l'es, et quand on respire voilà, cette envie de faire plaisir aux autres, parce que voilà, je disais que j'avais un peu des difficultés à avoir sur le long terme, d'un point de vue objectif. Par contre, mon but, il est clair, mon why, comme tu en parles beaucoup, le pourquoi, c'est d'aider, c'est de vouloir que les gens atteignent leur plein potentiel. Et quand tu partages ces valeurs-là avec les gens, ça crée ce qu'on est en train de faire là et c'est fabuleux. Donc voilà, merci encore d'avoir accepté l'invitation et de cet échange incroyable, vraiment. Merci. Merci à vous deux. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Top. Voilà, super. Je vous dis à la prochaine alors. Le prochain rendez-vous, on sera encore peut-être dans quelques instants, dans quelques heures. J'attends une confirmation, mais je ne dis rien. C'est certainement peut-être une très grosse surprise. On se tait, on ne dit rien. Allez, merci beaucoup encore et alors on se voit peut-être à la prochaine. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao.